Donc, peut-on dire que le régime Tshisekedi est bénéficiaire de tous ces changements, c'est-à-dire ils vont voir les retombées, contrairement à ce que la population a subi pendant les dernières années de Kabila? Ah, ben, il y a une évolution, effectivement. Quand Tshisekedi arrive au pouvoir, le code minier est promulgué. Donc, il reprend un pays qui n'est pas dans l'état où Joseph Kabila l'a pris début des années 2000. Début des années 2000, comme je l'ai dit, la destruction du pays, la production est à l'arrêt, on a une guerre d'agression, on a une pression intense avec la dette du pays également. Et donc, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, effectivement, il bénéficie d'un code minier révisé avec des meilleures dispositions pour l'État et pour la population. Il bénéficie également d'un budget de l'État qui est plus élevé et d'une production plus élevée. Donc, oui, il arrive dans un contexte qui n'est pas du tout le même de celui début des années 2000. Et donc, maintenant, à voir si cela va être maintenu et se battre pour que cela soit maintenu. Bonsoir, chers internautes, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la Voix de la démocratie congolaise. Merci de nous accepter chez vous dans notre émission intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité africaine et de sa diaspora » animée par Don Kayembe depuis New York City. Notre thème du jour est « RDC, code minier, quel enjeu pour l'ensemble des acteurs ?» On ne cessera jamais de le dire, la République démocratique du Congo est un sous-continent qualifié du scandale géologique. C'est un pays très complet en matière de ressources naturelles, sur tout le plan. Ces ressources que les autres appellent richesses naturelles, je préfère appeler ça ressources naturelles. Le sous-sol, la flore, la faune, les cours d'eau, etc., constituent une réserve naturelle incommensurable pour ce pays et pour l'Afrique en général. D'ailleurs, ce grand pays est par ricochet victime de ces ressources, encore une fois, qu'on appelle les richesses. Et ces richesses dites ressources en minerais est une exception, mais le pays reste toujours plongé dans la pauvreté, dont 80% de sa population a un revenu inférieur à 2 dollars américains par jour, selon les statistiques de Stratégico 2017. Au cours des années 2000, le gouvernement de la République démocratique du Congo met en place une succession de réformes de son secteur minier congolais qui restait enclavé et peu contrôlé par Kinshasa et qui ne bénéficiait même pas à sa population. Ce processus se voit l'affirmation d'une position régulatrice de l'État central, dotée des marges de manœuvre nécessaires pour mobiliser le secteur minier congolais comme moteur de développement de ce pays. Soutenue par les institutions financières internationales, la réforme du secteur minier a été intégrée au programme de développement appliqué en République démocratique du Congo et porte les objectifs de bonne gouvernance qui seraient un préalable pour attirer massivement les investisseurs privés nécessaires à la relance du secteur capable de lutter contre la pauvreté. Quelques défis se posent à l'État congolais et à ses partenaires dans le processus de la réforme pour convertir le secteur minier en levier de développement durable basé sur le développement économique compatible avec une amélioration des conditions sociales, le respect des droits humains et de l'environnement. Et pour en parler, nous avons choisi de faire appel à Madame Isabelle Minon. Celle-ci, elle ne sera pas ici pour la première fois. Nous l'avons connue dans des émissions précédentes où elle a très très bien presté. Alors, nous allons recourir à son expertise. Là, j'invite Madame Isabelle Minon. Maman, je vous présente comme juriste spécialisée en droits humains, militante Intel de Globalize Solidarity. Alors, je voudrais que vous puissiez dire à ceux-là qui nous suivent, Madame Isabelle Minon, si vous avez ajouté et qu'est-ce que signifie Intel. Oui, voilà. Mais tout d'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, j'ai eu l'occasion de parler une première fois dans votre émission sur Lumumba. Et donc, maintenant, ici, sur le code minier de la RDC, qui par rapport à Lumumba et aux convictions de Lumumba, ont un lien très fort qui est la souveraineté du pays. Alors, comme vous l'avez dit, moi, je suis du mouvement Intal Globalized Solidarity. C'est un mouvement qui se trouve en Belgique et qui lutte pour le respect de la souveraineté des pays du Sud et donc de la RDC. Alors,
Je vais peut-être vous laisser me poser les questions, mais donc, comme je dis, INTA lutte pour le respect de la souveraineté des pays du Sud. C'est quelque chose qui, c'est une lutte, moi personnellement, que je mène depuis plus de 20 ans maintenant sur la RDC. Et donc, ce nouveau code minier, enfin, ce code minier révisé, a toute son importance dans la question de la souveraineté du pays. D'accord, merci beaucoup. Là, je vais revenir là-dessus. Là, je voulais d'abord dire à ceux-là qui nous suivent que cette émission est présentée par Dom Kayembe depuis Nepal City, avec la collaboration rédactionnelle de votre serviteur Dom Kayembe, avec Yves Ledonou de la Radio Campus Bruxelles et de notre correspondant Maurice Mouta Wakilo-Adligli à Morin. La conception et réalisation est de la Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, et la diffusion se fera sur notre website www.lavdc.net. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Là, je pose la question à Madame Isabelle. En quelques mots, pouvez-vous nous contextualiser la situation minière en République démocratique du Congo, Madame Isabelle? Oui. Alors, avant de vous parler de la situation actuelle, pour moi, c'est indispensable de faire un retour, d'aller en arrière sur la situation du pays. Alors, comme vous le savez, donc, le pays, la RDC, c'est un pays qui a connu des périodes intenses de guerre. De 1998 à 2003, le pays a connu une agression armée. Et donc, c'est une période où l'État était très fragile. Et avant cette période de guerre, c'est aussi une période précédée de 30 années avec le président Mobutu au pouvoir, président qui a été soutenu par la Belgique, ancienne puissance coloniale, et par les États-Unis. Soutenu pourquoi? Parce qu'il répondait aux intérêts occidentaux, à l'inverse de Lumumba, qui a été assassiné sous ordre des Occidentaux. Et donc, on est dans un contexte début des années 2000 où le pays est complètement détruit au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau économique. Donc, début des années 2000, l'industrialisation du pays est au plus bas. Alors, et donc, pour revenir sur la situation minière du pays, comme je dis, elle est au plus bas début des années 2000, mais quand on regarde l'évolution de la production des matières les plus importantes de la RDC, qui sont le cobalt et le cuivre, on voit une augmentation exponentielle. On regarde, moi j'ai regardé les chiffres en 2003 pour la production de cobalt. On voit que la production de cobalt de la RDC était à peu près de 1500 tonnes. Donc, c'est quasi à l'arrêt. Et quand on regarde les chiffres de l'année 2020, la production de cobalt est de 90 000 tonnes. Donc, on a vraiment une croissance exponentielle entre le début des années 2000 et la situation actuelle. La RDC est donc le premier pays exportateur de cobalt au monde. Ensuite, au niveau du cuivre, la même chose. Début des années 2000, on a une production de cuivre qui avoisine à peine les 10 000 tonnes. Et en 2019, on a une production de cuivre qui atteint presque les 1 500 000 tonnes de cuivre. Et donc, on a aussi une production exponentielle de cuivre, ce qui fait de la RDC le premier pays exportateur de cuivre au niveau du continent africain. Et donc, ça, c'est important de souligner pour ces deux matières, le cobalt et le cuivre, cette croissance exponentielle, puisque la réforme du code minier prévoit des redevances plus élevées pour ces matières. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les matières premières de la RDC. Le diamant, par exemple, n'a pas augmenté en termes de production, mais ceci dit, en termes de redevances, elle a aussi augmenté. Alors, avant de venir sur le code minier révisé de la RDC, c'est important de revenir sur son ancienne version. L'ancienne version du code minier et le contexte de l'adoption de ce code minier de 2002. Alors, le code minier de 2002, comme je l'ai dit tout à l'heure, est adopté dans une période de guerre, 98-2003, donc on est dans une période intense de guerre, et donc c'est une période où le pays est complètement fragile pour négocier un tel code. C'est une période où le pays a une industrialisation quasi à l'arrêt, et c'est une période où en situation d'agression, l'État a de très faibles ressources. Et donc ce code minier de 2002, que certains utilisent le mot attractif pour les sociétés minières, moi je dis qu'il est extrêmement favorable aux sociétés minières, c'était un code qui prévoyait des redevances très peu élevées, des impôts très peu élevés, qui prévoyait une participation de l'État très peu élevée.
Et donc beaucoup le disent, donc c'est un code qui prévoit vraiment, qui limite la liberté d'action de l'État dans les sociétés minières, qui limite les rentrées fiscales de l'État. Et donc, ce code, et là on a le rôle des institutions internationales, ce code a été écrit et promu par la Banque mondiale. Or, cette Banque mondiale qui maintenant fait le constat que ce code minier n'a pas permis les rentrées qu'elle devait prévoir pour la population. Et donc, on est dans une situation où on a un code minier qui est révisé, mais qui est précédé d'un code qui, jusqu'en 2018, était d'application, prévoyait très peu de rentrées fiscales et une faible participation de l'État. Isabelle, avant de continuer, est-ce que vous pouvez donner des éléments pour appuyer votre thèse du point de vue distribution des ressources, que c'était dans l'avantage des investisseurs du Congo? Oui, alors, si on prend les deux matières qui sont le cobalt et le cuivre, sous l'ancien code minier, la redevance des sociétés minières pour le cobalt était seulement de 2%. Ça, c'est l'ancien code qui le dit. Maintenant, avec le nouveau code minier et un nouveau décret qui a été pris, la redevance pour le cobalt est passée de 2% à 10%. Donc, on a une augmentation de 8%. Pour le cuivre, sous l'ancien code, on était à une redevance de 2% et maintenant, avec la révision du code, on a une redevance de 3,5%. Pour le diamant, on était à une redevance de 4% et maintenant, on est à une redevance de 6%. Alors ça, c'est au niveau des redevances et c'est ça qui a fait grincer les sociétés minières. Mais on a également des impôts sur les super profits. L'ancien code prévoyait un impôt qui était 5 fois moins élevé que le code actuel. Le code actuel prévoit un impôt de 50% sur les super profits si le cours des matières premières dépasse les 25% de ce qui était prévu initialement. Et donc, ça, c'est 5 fois plus que l'ancien code. Donc, ça, c'est ce que prévoit le cadre légal, ce que prévoyait l'ancien code, ce que prévoit le code actuel. Et l'ancien code date de quand et l'actuel code date de quand? Alors, l'ancien code, il date de 2002 et il a été, le nouveau code, enfin la révision, a été promulguée en 2018 avec des décrets d'application qui ont été pris en 2019. Donc, le code révisé est très récent. Donc, on ne peut pas, à l'heure actuelle, parler de résultats encore en termes de bénéfices pour la population avec ce nouveau code. C'est beaucoup trop tôt. 2018, le code promulgué, 2019 des décrets d'application et mise en place d'institutions. Donc, on est encore dans une période de début de ce code, en sachant que le code de 2002, s'il a été révisé, il a été promulgué qu'en 2018, sa révision, c'est parce qu'il y avait dans l'ancien code ce qu'on appelle une clause de stabilité, de 10 ans. C'est quoi cette clause de stabilité? C'est une clause qui prévoit que l'ancien code ne pouvait pas être modifié avant 10 ans. Et donc, ça permettait aux sociétés minières de dire pendant 10 ans, ce code de 2002 qui prévoyait des redevances très peu élevées, eh bien, c'est garanti pendant 10 ans. Et donc, le processus de révision du code, il a commencé en 2012 avec une opposition dès le départ des sociétés minières, notamment Marc Bristow, qui était PDG de Randgold, disait ce n'est pas intéressant pour nous au niveau des profits. Et donc, ils ont vraiment bloqué le processus de révision qui n'a démarré qu'en 2012 puisque la clause de stabilité prévoyait seulement 10 ans et qui n'a pu aboutir qu'en 2018. Donc, cette révision, c'était sous la présidence donc, de Joseph Kabila que ce code a été promulgué. Et donc alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est vraiment on était dans une situation sous l'ancien code où, effectivement, les redevances étaient tellement peu élevées et la participation de l'État était tellement peu élevée que la population ne pouvait pas en bénéficier. On est dans une situation vraiment où les multinationales ont le contrôle des ressources du pays. Or, ce code minier révisé permet de venir contrebalancer ça. Il permet de bousculer les sociétés minières. Alors, à vous entendre parler, Madame Minon, peut-on affirmer qu'à la lumière de la révision du code minier actuel depuis 2018, le pays est définitivement à l'abri des dérives des différentes parties prenantes? Alors non, on ne peut pas affirmer qu'il est à l'abri de ça.
ce que l'on peut dire, c'est quand on se place du côté de la souveraineté du pays, si on veut la souveraineté de la RDC, on veut que ces richesses appartiennent à la RDC, on veut que ces richesses profitent à la population, ce code révisé prévoit des mesures qui viennent apporter cela, qui viennent contribuer à la souveraineté du pays. Mais effectivement… Entre autres, des mesures… Entre autres, l'augmentation de ces redevances, on a aussi la participation de l'État dans le capital des sociétés. La question de la souveraineté, ça se pose en matière de plus de rentrées fiscales pour l'État à payer par les sociétés minières. Ça se pose en termes aussi de rapport de force pour l'État. Un État souverain, c'est un État qui peut participer au capital de ces sociétés. Et donc, ce code révisé, il prévoit aussi une participation plus grande, qui est maintenant de 10% au minimum obligatoire dans le capital des sociétés minières. Sous l'ancien code, cette participation était de 5%. Il prévoit aussi une autre mesure importante, c'est en matière de sous-traitance. Les sociétés minières, quand elles font appel à des sociétés de sous-traitance, ce sont des sociétés qui doivent avoir un capital congolais et qui doivent avoir leur siège au Congo. Et donc, on a un renforcement aussi de l'État dans la reprise de ces matières. On n'est pas dans une reprise totale, on est dans un rapport de force. On est dans un véritable rapport de force, un combat de titans face à des multinationales qui s'opposent farouchement donc à la reprise en main par la RDC de ses matières premières et de sa participation dans le capital. Ok, avant de continuer là, vous avez parlé des sous-traitances, ce qui est bénéfique pour le Congo. Est-ce que vous pouvez nous faire la nuance entre sous-traitance et actionnariat? Alors, au niveau de l'actionnariat, ce que je peux dire au niveau de l'actionnariat des sociétés qui sont présentes, c'est peut-être ça important de revenir sur les grandes sociétés présentes en RDC, parce que dans les grands médias, on nous parle de sociétés chinoises, on nous parle peu des sociétés finalement occidentales, mais quand on regarde les grandes sociétés présentes en RDC, ce sont des sociétés, donc on a Tenke Fungurume, qui est une société qui vient de Freeport-McMoRan, qui est une société américaine, qui maintenant s'appelle Tenke Fungurume, qui a un actionnariat à capital chinois, mais aussi à capital singapourien, aussi à capital américain, aussi à capital suisse. Et donc, on a comme ça Tenke Fungurume, on a également une société comme Glencore à capital anglo-suisse. On a aussi Kibali Gold Mine, une société à capital canadien également. Donc, on a une série de grandes sociétés qui sont effectivement avec des capitaux chinois, mais aussi avec des capitaux canadiens, américains, suisses et autres, et donc à capitaux occidentaux. Et quand on regarde la majorité des sociétés qui se sont opposées au code minier et qui continuent à s'opposer, ce sont ces sociétés avec des capitaux occidentaux qui sont allés voir à l'époque, en 2018, quand le code a été promulgué. Ils ont allé faire du lobbying auprès du président Kabila, ils sont allés le voir et donc ils ont mis une pression auprès du président pour revenir sur cette avancée. Et donc, je pense qu'il est important de suivre ce que font ces multinationales et donc la pression qu'elles mettent, parce que cette pression qu'elles mettent, elles l'ont mis avant l'adoption, elles l'ont mis juste après l'adoption, mais elles continuent à le mettre. Et donc, en tant que défenseur de la souveraineté du Congo, on doit se poser en partie de dire, voilà, il y a des multinationales qui font des pressions et ces pressions, on doit les dénoncer. Parce que ces pressions, quand elles le font parce qu'elles ne veulent pas payer des redevances plus élevées, parce qu'elles ne veulent pas voir l'État participer au capital des sociétés et parce qu'elles ne veulent pas aussi que la sous-traitance soit confiée à des Congolais. La sous-traitance confiée à des Congolais, c'est aussi de l'emploi, c'est aussi permettre à l'État de reprendre une partie de cette exploitation. Alors, un autre élément quand même aussi important avec ce code minier révisé, je pense qu'il est important de souligner, c'est la nouvelle entreprise qui a été créée, l'entreprise générale du cobalt. Cette entreprise générale du cobalt, elle n'est pas créée directement par le code minier, mais elle vient d'une des dispositions du code minier. Je m'explique. Cette entreprise générale du cobalt, c'est une filiale de la GECAMINE. La GECAMINE qui appartient à 100% à l'État congolais. Donc, cette entreprise générale du cobalt appartient à 100% de l'État congolais.
Et qu'est-ce qui est prévu par cette entreprise générale du cobalt? C'est qu'elle dispose du monopole de l'achat, de la transformation et de l'exportation du cobalt artisanal au Congo. Or, le cobalt artisanal au Congo, c'est énorme puisque c'est à peu près 20% de l'exportation du cobalt du Congo. Et le cobalt exporté pour le Congo, c'est, en sachant que voilà, le Congo, c'est le premier exportateur de cobalt au monde. Et donc, on arrive avec une entreprise, une filiale, l'entreprise générale du cobalt, qui a la maîtrise d'une grande partie de la production, enfin, qui a une maîtrise de la partie de la production de cobalt. Et ça, c'est aussi indispensable de voir aussi ce renforcement de l'État dans cette filière du cobalt. Isabelle, vous avez cité l'ancien président Kabila 2 fois. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas l'auteur de ces malheurs-là, puisque c'est sous son règne que le premier code a été signé, et encore pendant son règne, quand il se voyait aller vers la porte, il a cherché à négocier pour couvrir le mal qu'ils avaient déjà amené dans le système minier congolais? Alors, moi, je pense qu'on doit faire très attention à la propagande occidentale. À la propagande occidentale, à la propagande de l'État belge. L'État belge a joué un rôle assez important dans cette propagande, puisque c'est une ancienne puissance coloniale, mais les États-Unis, évidemment, ont le rapport de force bien plus élevé. Et donc, avant de vous répondre sur Kabila, je pense qu'il faut regarder ce que disent les États occidentaux. Que disent les États occidentaux? Sur ce code minier révisé, les États occidentaux, ils sont silencieux. Ils ne disent pas grand-chose. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la corruption. Ils disent la corruption au Congo. Ils disent, voilà, sous le règne de Joseph Kabila, la corruption. Mais ce n'est pas que le Congo, c'est pour l'ensemble des pays d'Afrique. On revient toujours avec cette corruption. Or, la corruption, elle existe partout. Elle existe en France, elle existe en Belgique, elle existe dans plein de pays. On l'a vu, il y a plein d'affaires belges qui sont ressorties ces dernières années. Et donc, il faut faire attention parce que cet argument de la corruption est d'attaquer un gouvernement africain, et donc un gouvernement comme le Congo, ce n'est pas pour le bien-être des Congolais, ce n'est pas pour le bien-être de l'État congolais. On l'a connu au moment de l'indépendance du Congo, on l'a connu cet argument au moment de l'indépendance de plein de pays d'Afrique, de dire que l'État est faible, que l'État n'est pas compétent. Bien, c'est la même chose. On a des arguments qui reviennent. C'est-à-dire, c'est de dire « Ah, mais c'est le gouvernement qui n'est pas compétent. C'est le gouvernement qui négocie mal. » Le gouvernement négocie mal. On doit le rappeler, en 2002, quand le code minier a été adopté, il y a eu une pression énorme pour adopter ce code minier. Il y a eu la Banque mondiale et les institutions internationales qui étaient là derrière. Il y avait une guerre d'agression soutenue par les Américains. Donc, il y avait un financement américain derrière cette guerre. Et donc, on a toute une forme de déstabilisation de l'État qui implique que l'État se trouve vraiment serré et a une marge de manœuvre très faible pour pouvoir prendre une position plus forte pour son pays. Ça, c'est une première chose. Et donc, on entend également, je reviens encore sur cette question de la corruption, on entend également, eh bien, le problème du pays, avant tout, c'est la bonne gouvernance. Vous savez, ça c'est le grand argument maintenant que l'on met en avant, c'est la bonne gouvernance des pays africains. Et les pays africains ne sont pas capables de bonne gouvernance. Voilà, les Occidentaux doivent se regarder aussi en matière de bonne gouvernance, évidemment. Donc, la bonne gouvernance, c'est un argument, encore une fois, pour détruire l'image d'un État fort en Afrique. C'est vraiment ça. Et pour détourner l'attention sur des mesures comme le code minier révisé, parce que comme je l'ai dit, les pays occidentaux, quand je parle de pays, je parle des gouvernements, je ne parle pas des gens. Donc, les pays occidentaux aiment détourner cette attention. Et donc, ils ne parlent pas du code minier révisé, ils ne parlent pas des mesures qui sont prises qui permettraient d'avancer. Non, ce qu'ils vont dire, c'est mettre en avant que ce sont les gouvernants africains qui ne sont pas capables. Et donc ça, c'est une chose importante à laquelle on doit faire attention. Parce que ce code minier de 2002 a été adopté dans des circonstances très difficiles, mais le code révisé, qui a été promulgué en 2018, a été aussi adopté
dans des circonstances où il y avait tout un lobbying des multinationales et ces gouvernements occidentaux ne se sont pas opposés à ces multinationales. Bien au contraire, elles les soutiennent. Donc, on a ici des mesures qui ont été prises et ce code minier a été pris sous la présidence de Joseph Kabila, qui est pour moi une mesure, quand on regarde les dispositions du code, comme je vous le dis, qui augmentent les redevances, qui augmentent la participation de l'État, qui sont des mesures qui permettent d'augmenter la question de la souveraineté du Congo. Et donc, quand on a ça, pour moi, il faut défendre ces mesures. Ces mesures, si on défend la souveraineté du Congo, eh bien, on doit défendre ces mesures. Ce serait un non-sens l'inverse. Ou alors on se positionne en disant on ne peut pas respecter la souveraineté du Congo. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un danger depuis cette nouvelle mesure, Isabelle? On a vu quelques entreprises très importantes fermées au Katanga en particulier. Oui, alors on a Glencore qui a arrêté sa production en 2018-2019. Bien, c'est un jeu. Donc c'est un jeu de la part des sociétés. Le code révisé est promulgué. Et donc, c'est une façon de menacer, en fait, l'État congolais. C'est une façon de leur dire, écoutez, nous, on arrête, mais ils ne pourront pas rester à l'arrêt très longtemps parce que d'autres sociétés continuent et que le cobalt, il y a un besoin énorme qui est demandé sur le marché. Donc ce sont des jeux de menaces, en fait. Des jeux de menaces, mais d'autres pays ont des redevances plus élevées, des redevances plus élevées que sous l'ancien code. Et donc, on est toujours dans un jeu de menaces. Et c'est là que tenir le cap et dire, oui, ces redevances plus élevées, on tient le cap. Et ces sociétés ont besoin, elles, de ces richesses de toute façon. Et donc, elles viendront pour les richesses, mais elles devront payer des impôts plus élevés, des taxes plus élevées. Et donc, c'est aussi maintenant qu'on doit être vigilant, justement, avec maintenant, donc, on a Félix Tshisekedi qui est président, donc on doit faire attention à ce que ce cap soit maintenu, à ce que ce code minier révisé soit maintenu dans les dispositions actuelles, que ces décrets d'application soient pris, et on doit être attentif à ça, attentif à maintenir ce cap et ne pas s'opposer en réalité, à des mesures qui viendraient en fait à l'encontre de la souveraineté du pays. Donc, peut-on dire que le régime Tshisekedi est bénéficiaire de tous ces changements, c'est-à-dire ils vont voir les retombées, contrairement à ce que la population a subi pendant les dernières années de Kabila? Il y a une évolution, effectivement, quand Tshisekedi arrive au pouvoir, le code minier est promulgué. Donc, il reprend un pays qui n'est pas dans l'état où Joseph Kabila l'a pris début des années 2000. Début des années 2000, comme je l'ai dit, la destruction du pays, la production est à l'arrêt, on a une guerre d'agression, on a une pression intense avec la dette du pays également. Et donc, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, effectivement, il bénéficie d'un code minier révisé avec des meilleures dispositions pour l'État et pour la population. Il bénéficie également d'un budget de l'État qui est plus élevé et d'une production plus élevée. Donc oui, il arrive dans un contexte qui n'est pas du tout le même de celui début des années 2000. Et donc maintenant, à voir si cela va être maintenu et se battre pour que cela soit maintenu. Exact. Alors, vous le savez, comme tout le monde, que tout changement suscite des avis favorables et défavorables. Dans le cas de la RDC, y a-t-il des acteurs qui s'opposent à cette réforme que vous avez bien explicitée? Si oui, que revendiquent-ils exactement? Alors, les acteurs qui s'opposent à ce code minier, donc ça je l'ai dit, les acteurs principaux, ce sont les grandes sociétés. Ce sont les grandes sociétés, ce sont les PDG des multinationales occidentales qui s'opposent à ce code minier. Derrière ces sociétés, on a les États-Unis. Donc, il y a des réunions aux États-Unis avec ces sociétés, etc. Donc, il y a vraiment tout un soutien de ces sociétés par les États-Unis. Par la Belgique, je ne peux pas dire. Je dis juste qu'en tout cas, ils ne se prononcent pas. Donc, ils ne se prononcent pas. Mais ceci dit, quand on regarde au niveau de la Banque mondiale et du FMI, des instances internationales, on voit que la Banque mondiale, avant la promulgation du nouveau code, en fait,
concluait que l'ancien code, ben, ça ne bénéficie pas à la population, mais d'un autre côté, au niveau des redevances, ne plaidait pas pour l'augmentation des redevances. Et donc, oui, on est dans un contexte où la Banque mondiale et le FMI ne plaidaient pas pour la redevance pour l'augmentation de la redevance. Et donc, on doit être vigilant aussi avec ce rapport de force avec la Banque mondiale et le FMI et donc les instances internationales. Vous avez fait mention à la pression américaine quand nous suivons tout ce qui s'est dit là dans les négociations, surtout des nouvelles entreprises au Congo. Il y a le nom de l'enfant du nouveau président américain qui ressort aussi. Que vous en connaissez quelque chose? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. En effet, il est dans une des sociétés qui est dite, je vais retrouver le nom, qui dans les grands médias est présentée comme une société chinoise. Et donc, c'est une société avec des capitaux chinois, mais dans cette société à capitaux chinois, et je vais retrouver le nom très vite, Là, nous parlons de Hunter Biden, n'est-ce pas? C'est BHR Partners. BHR Partners est une société qui est dans Tenke Fungurume Mining, donc une des plus grosses multinationales productrices de cuivre et de cobalt en RDC. Donc, dedans, on a BHR Partners, qui a 24% de Tenke Fungurume Mining, et dedans, oui, le fils de Joe Biden est dans l'actionnariat également. Et son fils qu'on appelle Hunter Biden, n'est-ce pas? C'est ça, bien sûr, voilà. voilà. Alors, Madame Isabelle Mignonne, nous avons suivi votre intervention vraiment de pointe. Mais avant de vous laisser partir et conclure cette émission, vous avez suivi M. Albert Yuma, qui est le président de l'administration de la GECAMINE. Et il a fait deux interventions qui ont énervé presque tout le monde. Quelle est votre lecture de fait? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on doit faire attention à des arguments qui viennent s'opposer au renforcement de l'État congolais et au renforcement des mesures souveraines. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que taper sur son propre pays, c'est ce que les Occidentaux adorent. Dévier l'attention sur des points qui sont, je dirais, qui détournent l'attention. Et donc, c'est quelque chose que l'Occident aime beaucoup, ça. Et donc, ici, ce qui s'est passé, c'est on a ce code, on a ces mesures qui sont prises, et c'est ça le point central. C'est ça le point central maintenant qui doit exister au sein de la diaspora, qui doit exister dans les mouvements de souveraineté qui veulent le respect de la souveraineté des pays du Sud, c'est de défendre des mesures souveraines et de ne pas s'attaquer à des personnes, s'attaquer à des petits jeux que les Occidentaux adorent quand on s'attaque entre personnes, et comme ça, l'attention est déviée. Et donc, mon message, c'est ça, c'est vraiment de dire, voyons ces mesures qui permettent une augmentation de la souveraineté du pays et défendons ces mesures. Et l'ennemi, ou en tout cas ceux qui s'opposent à ça, principalement, ce sont les grosses multinationales occidentales. Ce sont elles qu'il faut suivre, ce sont elles qu'il faut surveiller, ce sont elles qu'il faut contester, et ce sont des mesures souveraines qu'il faut défendre. Donc, il faut laisser Albert Yuma tranquille, lui qui était à la base de tous ces contrats. Il ne savait pas avant que c'était mal. Ce n'est qu'aujourd'hui, sous le règne de Félix Tshisekedi, qui commence à dire aux gens que ce qu'ils font actuellement, c'est bon. Il ne savait pas ce qui a été fait, c'était mal avant. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il faut le laisser tranquille. Je ne dis pas qu'il faut aussi qu'il a pris des bonnes mesures avant. Ce n'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut être constructif et qu'on est dans un rapport de force qui n'est pas facile. Et que la lutte pour la souveraineté, il y a toutes sortes de manigances qui sont faites pour dévier l'attention. Et donc, il ne faut pas que ce soit en faire une lutte principale. La lutte principale, c'est défendre des mesures souveraines. La lutte principale, ce n'est pas attaquer des personnes. Et c'est ça que je veux dire par là. Okay. Bien entendu, chacun dans son pays, on dit, tiens, telle personne a fait de la corruption, etc., etc. Mais ce n'est pas la lutte principale.
Exact. Et ça, c'est très important en tant que défenseur de la souveraineté d'un pays comme le Congo et d'autres pays d'Afrique. Exact. Alors, pour terminer complètement, Madame Minon, qu'est-ce que vous avez voulu partager avec nos auditeurs, téléspectateurs, que vous n'avez pas su aborder ici, puisque je n'ai pas posé la question là-dessus? Oui. Eh bien, quand vous m'avez présenté, voilà, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Intal Globalized Solidarity. Donc, c'est un mouvement qui est en Belgique. Et donc, on lutte pour la décolonisation. La décolonisation en Belgique. Alors, voilà, la colonisation ne s'est pas arrêtée au moment des indépendances. On a en Belgique toute une série d'éléments qui rappellent cette colonisation et qui est toujours présente. Que ce soit au niveau de l'enseignement, la manière dont c'est enseigné sur la colonisation, la manière dont on a des musées, les statues, etc. Mais aussi, et c'est là que j'en viens le lien avec le code minier, des relations qui sont toujours coloniales. Et donc, on doit décoloniser ces relations. Et décoloniser ces relations, ça fait partie aussi de dire et de revendiquer auprès de la Belgique, vous défendez les mesures souveraines d'un pays comme le Congo. Ça, c'est aussi la décolonisation. C'est la fin des relations coloniales qui sont donc de dire plutôt « Ah, il y a de la corruption au Congo, ah, il faut de la bonne gouvernance ». Non. Défendre et décoloniser le Congo, c'est non seulement sur le passé, mais c'est aussi sur le présent et des personnes qui entretiennent, des personnes à la tête de l'État qui entretiennent des relations coloniales. Et donc, nous, avec Intal, on lutte pour ça. Et on a notamment lancé alors une campagne qui s'appelle, je en dis brièvement un mot, Décolonise Beaux-Arts, décolonisation des arts et de la culture, où l'on demande la démission d'Étienne Davignon. Étienne Davignon, c'est un personnage important contre le Congo, puisque c'est quelqu'un qui a participé à l'assassinat de Lumumba. Et donc, ça fait partie de ces hommes politiques qui, encore à l'heure actuelle en Belgique, sont invités à venir parler sur les relations entre l'Afrique et l'Europe et à venir parler de relations de manière coloniale et donc de manière de dire que la colonisation a eu ses bons côtés, que la Belgique doit avoir sa place comparée à la Chine, qu'il faut faire attention à la Chine, etc. Et donc le message aussi avec ce code minier, c'est tiens, voilà, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est la Chine qui vient au Congo, qui s'approprie tout. Eh bien, on voit en fait que les Occidentaux, et donc on voit des personnages comme Étienne Davignon et autres, qui viennent défendre alors, dire ah, il faut que la Belgique retrouve sa place, et donc ils ne le font pas pour le Congo, ils le font contre le Congo dans un message colonial. Et donc, on doit décoloniser la Belgique, on doit décoloniser les relations sur le passé, mais également dans les relations économiques actuelles. En tout cas, Madame Minon, grand merci. Il ne me reste plus qu'à vous dire une fois de plus félicitations pour la prestation. Et merci beaucoup. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois qu'on va encore recourir chez vous. Vous êtes une chercheuse, vous êtes une juriste activiste. Donc, vous avez encore de la matière à donner pour la contribution de l'Afrique et du Congo que vous aimez bien. Merci et à la prochaine. Merci. Nous sommes pratiquement vers la fin, chers internautes, téléspectateurs et téléspectatrices de la Voix de la démocratie congolaise. Merci de nous avoir fait confiance. Merci de nous accepter chez vous à travers nos émissions qui se passent une fois par semaine, animées par Don Kayembe avec la collaboration rédactionnelle de Yves Dodonou depuis la Belgique. Nous vous remercions, vu que vous savez qu'actuellement, le plus grand problème au Congo et en Afrique, c'est le problème des ressources naturelles que nous appelons richesse. Qu'est-ce qu'une richesse? Qu'est-ce qu'une ressource? La ressource, c'est ce qu'on détient. Maintenant, quand on la transforme, quand on la donne une valeur, ça devient une richesse. Est-ce que toutes les ressources africaines sont une richesse pour les Africains? Ceux qui en veulent, ils viennent. Au lieu de se mettre ensemble avec nous pour extraire ces minéraux qu'ils ont besoin, que la plupart des Africains ne peuvent quoi en faire, mais ils nous amènent plutôt la guerre et la déstabilisation. Donc, nous disons encore une fois que cela doit prendre fin et nous devons continuer à travailler la main dans la main, et surtout dans le cas du Congo. On nous dit que c'est vers la fin de la mandature de Joseph Kabila qu'il y a eu renégociation. Et maintenant, si Yuma est sorti, nous dit ce qu'il a dit, les gens sont sortis pour s'énerver, c'était énervant bien sûr, mais on vous dit que
ce sont les Belges et surtout les Européens, les Américains qui sont derrière tout ça. Ils vont nous distraire davantage. Au lieu de nous capitaliser sur ce que nous devons maintenant reprendre, ce que nous devons encore récupérer et récupérer davantage, nous allons commencer à nous tirer dessus avec des balles rouges, boulets rouges. Ce n'est pas bon. Donc, concentrons-nous sur ce qui est très important. Et ici, nous avons l'occasion de féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi pour la mesure qu'il vient de prendre pour la stabilisation de l'Est du Congo. Personne ne s'attendait, mais vous avez encore les gens de mauvaise foi qui cherchent à détourner l'attention là-dessus. C'est une mesure draconienne, une mesure nécessaire selon les constitutionnalistes, selon les stratèges militaires. Il n'y a pas demi-mesure, il n'y a pas une seconde option, c'est l'unique option qu'il faut actuellement. Donc, félicitations et courage, Monsieur le Président, et à tous les Congolais, mettons les différends à côté, pacifions l'Est, puisque l'argent que l'Est prend et les morts qu'on compte là-bas, ça n'augure personne, ça fait plaisir à personne. Alors, vous êtes sur la voie de la démocratie congolaise au Panorama d'Afrique, animé par Don Kayembe depuis notre City, avec l'appui rédactionnel de Yves Lodounou. Je dis ici bonjour à maman Mado Misenga depuis Lubumbashi. Je dis aussi bonjour à son mari Richard Tiswaka qui me dit toujours Mado ou Tiswaka ou Richard. Donc, salutations à vous deux et très heureux de votre couple, puisque vous savez ce que vous faites et vous êtes un bel exemple dans ce monde. Merci et à la prochaine.